Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Troisième volet de la série des choses à savoir avant d'acheter une Tesla en 2023. Dans le premier épisode, on avait parcouru la gamme du constructeur, vu comment choisir entre une Model 3 et un Model Y, vu comment choisir entre une version propulsion, grande autonomie ou performance. On avait parlé des avantages et des points faibles des Tesla en 2023. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche. Dans le deuxième épisode, on avait revu quelques notions d'électricité afin d'aborder plus facilement ce troisième épisode, car on va parler recharge. Celle du quotidien, celle des longs trajets, celle à destination. On parlera dispositif de recharge, recharge rapide, carte de recharge. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous informer et de vous donner les clés pour bien débuter en électrique. Si vous êtes en réflexion pour passer à l'électrique ou tout simplement curieux, vous trouverez dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur la recharge. N'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux que ça peut intéresser, en particulier ceux qui pensent que l'électrique c'est compliqué. Et si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est gratuit et ça aide à la chaîne à gagner en visibilité. Installez-vous confortablement, ça commence juste après le jingle. Ce sujet de la recharge avait été l'objet d'une émission dont j'étais l'invité, organisée et diffusée en live par la chaîne V, une excellente chaîne YouTube dédiée à la voiture électrique, animée par Alex et JC. Ils essayent et comparent la plupart des voitures électriques avec des protocoles innovants et originaux, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je vous la recommande vivement. La chaîne V, le lien est en description. Commençons par la recharge la plus importante, celle du quotidien. Une enquête menée par Enedis et datant de février 2021 nous indique que 89% des possesseurs de véhicules électriques habitant en maison rechargent principalement à domicile et 54% pour ceux habitant en immeuble. La recharge du quotidien se fait donc principalement chez soi et c'est tout à fait normal car c'est à la fois le moyen de recharge le plus pratique. On arrive chez soi, on se branche en 5 secondes, on n'y pense plus. Et à moins d'avoir accès à une borne gratuite, c'est aussi le moyen de recharge le moins cher. Comptez environ 3 € les 100 km. Bien sûr, ce coût dépend de la consommation de votre véhicule électrique et du tarif de votre abonnement électrique à domicile. On peut vraiment optimiser son coût de recharge en optant pour des formules heure pleine heure creuse, voire même des formules super heure creuse. En rechargeant son véhicule chez soi, finit la logique d'aller faire le plein quand le réservoir est vide. En électrique, en chargeant chez soi, on peut partir chaque matin avec la batterie pleine ou à 90% pleine en fonction du type de batterie. Il suffit de se brancher quand on rentre à la maison. On peut planifier le départ de la charge pour profiter des heures creuses. La philosophie est de récupérer la nuit l'énergie consommée avec les trajets du jour afin d'aborder confortablement la journée suivante. Ainsi, dans un usage quotidien, on ne pense plus à aller faire le plein. La pompe est chez soi à portée de main. Aucune obligation à vous brancher toutes les nuits, ça dépend de vos besoins. Quel dispositif utiliser pour recharger son véhicule électrique à domicile? D'après ce même rapport Enedis, 43% des personnes interrogées utilisent une prise classique, 37% une prise renforcée spéciale VE, type Green Up, et 19% utilisent une borne de recharge. Je vois plusieurs raisons à ça. La première, le coût. Les véhicules électriques sont souvent livrés avec un chargeur mobile, aussi appelé CRO, pour câble de recharge occasionnel, ou UMC chez Tesla pour Universal Mobile Charger. Ce chargeur dispose d'un connecteur Schuko, c'est le nom officiel du connecteur que l'on trouve sur tous les appareils électriques en Europe. Ce chargeur se branche donc sur n'importe quelle prise de la maison. Ça dépanne, mais ce n'est pas recommandé. Une prise classique n'est pas faite pour tirer autant de courant pendant autant de temps. Un véhicule électrique doit être rechargé à minima sur une prise renforcée, sur un circuit dédié, avec les protections et sections de câbles adaptées. La deuxième raison est que malgré la relative faible puissance de ces chargeurs, en général pas plus de 16 ampères, et donc une relative lenteur de recharge comparée à une borne qui est 2 fois plus puissante, celle-ci couvre les besoins quotidiens de la plupart des Français. Une nuit de 10 heures à 16 ampères permet de récupérer environ 200 km d'autonomie. L'achat d'une borne de recharge entre 500 et 1000 € hors pause ne se justifie à mes yeux que si on fait plus de 200 km par jour, si on n'a qu'une courte plage horaire pour recharger, par exemple pour profiter des super heures creuses, ou tout simplement pour le confort d'utilisation que ça procure.
Pas de câble à sortir du coffre, de boîtier à brancher, la borne est là, toujours prête à servir. J'ouvre une petite parenthèse sur le chargeur mobile Tesla. Tesla vend sur son shop en ligne des adaptateurs qui permettent de le brancher non plus sur une prise Schuko, mais sur d'autres formats de prises. Des prises d'autres pays, mais aussi des prises industrielles et en particulier les P17 bleus de 16 A ou 32 A, appelées aussi prises camping. Avec 32 A, cet adaptateur est aussi puissant qu'une borne monophasée, raison pour laquelle ce dispositif de recharge est plébiscité par les propriétaires de Tesla. Mais attention, l'installation d'une prise P17 en habitation n'est pas conforme à la norme électrique NFC 1500 en raison de l'absence d'obturateur. Celle-ci peut présenter un risque d'électrocution car en soulevant son capot, on a un accès direct au contacteur. Que faut-il retenir sur la recharge à domicile ? Plus la recharge est élevée, plus le temps de recharge sera court, mais on parle toujours de charge lente de plusieurs heures. Bien sécuriser son installation en posant à minima une prise renforcée sur un circuit dédié avec les protections et sections de câbles adaptées. Le chargeur mobile, souvent fourni par le constructeur, couvre les besoins quotidiens de la plupart des Français. S'équiper d'une borne à la maison ne se justifie que pour son confort d'utilisation ou pour réduire le temps de charge. Que c'est le mode de recharge le moins cher, surtout en heure creuse ou super heure creuse. Et sur la route, pour voyager, ça se passe comment ? Si on veut aller plus loin que l'autonomie réelle de son véhicule électrique, il faudra faire une pause recharge sur le trajet. Et si on ne veut pas que celle-ci dure trop longtemps, il faut impérativement que le véhicule dispose de la recharge rapide en courant continu. C'est très important, sinon on se retrouve dans la même situation que le journaliste de France 2 lors de son essai polémique Paris-La Rochelle en Zoé, qui ne chargeait qu'en courant alternatif. Car avec ses 22 kW de puissance de recharge, même si cette Zoé est bien dotée pour du courant alternatif, on est loin des 250 kW en courant continu de ma Tesla. Pas étonnant donc que ces pauses de recharge aient duré 1h30 chacune contre 15-20 minutes pour les miennes. En Europe, le standard pour la recharge est la prise T2 Combo CCS. On parle ici de la prise qui se trouve sur la voiture. En 2023, je vous déconseille d'acheter une voiture électrique dépourvue de ce standard de prise si vous voulez voyager. La partie haute de la prise, c'est le T2. Elle est utilisée pour la recharge en courant alternatif, donc chez soi et sur les bornes publiques. La partie basse de la prise, c'est le combo CCS. Elle est utilisée pour la recharge en courant continu. Pas besoin de venir avec un câble, celui-ci est attaché à la borne. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les aires d'autoroute doivent disposer d'une station de recharge rapide. Il n'y a donc plus aucune raison d'avoir peur de tomber en panne d'électricité. Que ce soit sur autoroute ou sur le réseau secondaire, l'offre s'est bien étoffée ces dernières années, avec de grands acteurs tels que Ionity, Fastned, Allego, Electra, Total Energy, Lidl et bien sûr Tesla. D'ailleurs, sur les plus de 120 stations que compte le réseau Tesla en France, 55 sont actuellement ouvertes aux véhicules non Tesla. Le reste est encore réservé aux stricts véhicules de la marque. Comment trouver les bornes de recharge rapide ? Plusieurs options s'offrent à vous. L'appli mobile ou le site internet de chaque marque. Comme ici, sur le site tesla.com, dans la rubrique Nous trouver, on a la carte et on peut filtrer sur les superchargeurs et même sur ceux ouverts au non Tesla. On peut utiliser une app mobile multimarque comme ChargeMap et filtrer sur les bornes haute puissance. On peut utiliser un planificateur en ligne comme A Better Route Planner. Là, on est tout de suite dans du concret et du personnalisé car on sélectionne son modèle de véhicule, son point de départ et sa destination et le logiciel va calculer le meilleur itinéraire en y incluant les pauses de recharge. Enfin, pour les véhicules qui en sont équipés, on peut utiliser le planificateur de la voiture. Attention toutefois, car par exemple chez Tesla, le planificateur ne proposera que des arrêts sur des superchargeurs Tesla. Et chez d'autres constructeurs, on peut se voir proposer des bornes isolées qui peuvent ne pas être fiables ou être occupées et mettre en difficulté s'il n'y a pas d'autres infrastructures à proximité. Comment les utiliser ? La plupart du temps, il suffit de disposer de l'app mobile du réseau ou d'une carte de recharge multimarque. Il y a parfois un terminal de paiement pour payer en CB, mais ce n'est pas systématique. Après s'être identifié, on se branche et ça démarre. On peut arrêter la recharge manuellement ou attendre d'arriver à la consigne renseignée dans la voiture. Avec les superchargeurs Tesla, quand on a une Tesla, c'est beaucoup plus simple. On se branche et c'est tout. La charge est débitée sur la carte bancaire du compte Tesla auquel la voiture est reliée. Quelques petites choses à savoir sur la recharge rapide. Elle est plus chère que la charge à domicile, entre 40 centimes et 80 centimes le kilowattheure en fonction des marques et des périodes. On se rapproche du prix du carburant d'un véhicule thermique moderne, à utiliser quand on en a vraiment besoin.
Certains réseaux proposent des abonnements qui permettent d'avoir un tarif avantageux. C'est plutôt destiné aux gros rouleurs. Certains réseaux appliquent des frais d'occupation injustifiés si on reste branché alors que la charge est terminée. La puissance de recharge n'est pas constante. Plus la batterie est vide quand on se branche, plus ça va aller vite. Mais cette puissance de recharge décroît au fur et à mesure que la batterie se remplit. C'est ce qu'on appelle la courbe de recharge. Celle-ci dépend de la technologie embarquée dans le véhicule, de la borne, de la chimie de la batterie et de sa température. Ici, plusieurs courbes de recharge entre 10% et 80%. On comprend vite pourquoi il est intéressant pour optimiser la durée de recharge d'arriver à une borne rapide avec un niveau de batterie assez bas, car les premiers pourcents sont très rapidement rechargés. Et qu'au contraire, aller au-delà de 80% est très long, donc inutile. Mieux vaut partir pour arriver bas à la prochaine station de recharge rapide. Pour maximiser cette courbe de recharge, il est important aussi d'arriver avec une batterie à la bonne température, c'est-à-dire chaude. Raison pour laquelle certains modèles intègrent une fonction de préconditionnement, très utile en hiver quand la seule chaleur générée par la conduite est insuffisante. En hiver, la durée de recharge peut doubler sans préconditionnement. Chez Tesla, il y a 2 générations de superchargeurs. Les superchargeurs V2 sont limités à 150 kW. Ils disposent de 2 câbles, un combo CCS pour les modèles 3 et modèle Y et un autre pour les anciennes modèles S et X, ce qui permet de les identifier facilement. Leur inconvénient, c'est que les bornes sont regroupées par paires. Un A, un B, 2A, 2B, etc. Chaque paire partage un même transformateur. La puissance est donc partagée entre les 2 bornes d'une même paire. Raison pour laquelle il est de coutume de laisser une place libre entre chaque voiture sur les stations V2 tant que le taux d'occupation le permet. Ensuite, il y a les superchargeurs V3 dont la puissance max monte à 250 kW. Ils ne disposent que d'un seul câble au format combo CCS. Les anciennes S et X doivent utiliser un adaptateur et avoir reçu une mise à jour payante au préalable. Mais bonne nouvelle, chaque borne a son propre transformateur, plus de partage de puissance. Que faut-il retenir sur la recharge sur long trajet ? Qu'elle se fait en courant continu sur des bornes de recharge rapide avec un véhicule compatible équipé d'un port T2 combo CCS. Que le meilleur moyen d'optimiser son temps de parcours, c'est d'utiliser un planificateur, d'arriver avec un niveau bas de batterie et une batterie à bonne température, et qu'on se débranche quand on a assez de batterie pour atteindre le point de charge suivant. Que c'est plus onéreux que la recharge à domicile, mais c'est aussi en général plus rare. Enfin, il reste à voir la recharge à destination, que ce soit en vacances, en week-end, le temps d'un déjeuner ou d'un rendez-vous professionnel, et que notre hôte n'est pas équipé. Cette recharge reposera sur les bornes publiques, on en trouve dans les rues mais aussi dans les parkings. Il s'agit de bornes en courant alternatif, souvent triphasées, donc plus rapides qu'à la maison. Pour la grande majorité desquelles, il faudra avoir avec soi un câble T2. Tesla en livre un avec tous ses véhicules en Europe. Le plus simple pour les localiser, c'est d'utiliser une app généraliste comme ChargeMap. Elle est très facile à utiliser, on peut filtrer et elle dispose d'une section communauté qui permet de lire les avis des derniers utilisateurs et donc d'en savoir plus sur l'état de fonctionnement. La plupart du temps, on lancera la charge via un badge ou une carte de recharge ou en payant via le scan d'un QR code. Le principal défaut des bornes publiques, c'est leur tarification complexe. Parfois en kilowattheure, parfois à la minute, parfois les deux, parfois avec un coût fixe à la connexion en supplément. Et le tarif peut changer en fonction du badge utilisé car certains opérateurs ont des accords que n'ont pas d'autres. C'est vraiment la jungle. Mon conseil, c'est d'avoir une carte telle que ChargeMap qui, même si le tarif de recharge est un peu plus élevé, elle passe globalement partout. Et d'avoir une carte au tarif plus avantageux telle que Shell New Motion qui est gratuite. Parfois, certaines cartes, comme des cartes régionales, permettent d'avoir un tarif préférentiel sur les bornes d'un réseau. Il peut être intéressant de prendre cette carte si vous chargez souvent sur ces bornes-là, mais ça ne sert à rien selon moi d'en avoir plus. Et ça serait vraiment bien que tout ça soit harmonisé et que le tarif soit clairement affiché sur les bornes, car ce n'est pas encore assez le cas. Niveau tarif, on se situe souvent dans un entre-deux entre coût de recharge à domicile et coût de la recharge rapide. Tesla a développé un réseau de recharge à destination, c'est son nom. Il s'agit de Wall Connector installés sur les parkings de restaurants ou d'hôtels. Si la borne a pu être offerte par Tesla, c'est le gérant qui en paye l'électricité. La recharge est donc souvent réservée aux clients du lieu en question. Que faut-il retenir de la recharge à destination ? Qu'il y a des dizaines de milliers de bornes en France, qu'il s'agit de courants alternatifs, donc de la charge lente, même si plus rapide que chez soi. Que la tarification est complexe et dépend souvent du moyen utilisé pour lancer la recharge. Qu'une app comme ChargeMap permet de les localiser facilement, que ça sert à rien d'avoir trop de badges de recharge. Voilà, nous avons vu ensemble les 3 contextes de la recharge.
Avant de conclure, je ferai ce petit rappel. Respectez ces points de charge vitaux pour la mobilité électrique. Ne bridez pas votre puissance de recharge. Pensez au suivant, libérez l'emplacement dès que la charge est terminée. Les places de recharge ne sont pas des places de stationnement. Je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo Charte de bonne conduite avec 12 bons réflexes à adopter pour l'utilisation des bornes de recharge. Je vous mets le lien en description. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!